Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 296 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission de la saison 2019-2020. À mes côtés cette semaine, il y a un retour. On va commencer par lui puisqu'il n'était pas la semaine dernière. C'est Grégory Richard. Bonjour Grégory. Salut Alain, bonjour à tous. Raphaël Masmejean est fidèle au poste. Bonjour Raphaël. Salut à tous. Et Camille Saraben est évidemment à la technique. Bonjour Camille. Salut. Pas trop chaud avec la barbe Camille ? Non, bon. Deuxième émission preview, enfin on va dire première émission preview, pardon, parce que la première émission de la saison c'était pas vraiment une preview, c'était le top 50. Donc première émission preview, on va se poser les 10 grandes questions de la saison, messieurs. Il va y avoir de l'intrigue, ça va être du suspense, un thriller, on va situer les grands enjeux, on va mettre du pitch dans tout ça, ça va être mieux qu'une série Netflix. Ah bah ouais, attendez, c'est on va bien, partir sur... dis donc, ça va être mieux que certaines saisons qui sont sorties sur Netflix cet été. Moi, je vous avoue que je m'attendais à mieux pour agrémenter mes vacances. Voilà, c'est pas faux. Je donnerai pas de nom, mais j'ai été assez déçu par la fin d'Orange is the New Black. Voilà donc pour les enjeux. Messieurs, un petit premier jingle et puis on est parti. Tompkins left, Brady throws it to the end zone for Kenbrell Tompkins leaping. He throws it! Touchdown! Patriots! Kenbrell Tompkins! Brady's back! That's your quarterback! Who left the building? Unicorns! Show ponies! Where's the beef? Les grandes questions de la saison, c'est maintenant. Donc, messieurs, on va commencer avec la grande question. On va commencer avec les champions en titre, hein, à tout seigneur, tout honneur. Tom Brady et les Patriots sont-ils immortels ? C'est la première grande question de cette émission. On rappelle, il y en aura 10. Tom Brady a 42 ans. Il les a eu, je crois, l'avant-veille de notre enregistrement. C'était son anniversaire le 3 août. Aucun quarterback de cet âge n'a jamais débuté tous les matchs d'une saison régulière. Donc ça vous cale déjà la portée de l'exploit. Combien ont joué à 42 ans ? Alors, il y en a quelques-uns et le record est à 44 pour un titulaire. D'accord. Ah ouais. D'ailleurs, je vous quizerai. Moi, je peux vous quizer tout de suite. Allez, le plus vieux quarterback à débuter un match NFL, qui était-il ? Brad Favre ? Non. George Blenda, non ? Non. Faut voir. Non, mais non, a priori, je sais pas si c'est. Peut-être Blanda, mais c'est pas vraiment l'ère moderne, on va dire. Un plus contemporain. Moi, je pensais que Greg allait me le sortir plus rapidement parce que c'est un Falcons. Un Falcon ? Ouais. Qui a joué jusqu'à 44 ans ? Ouais. Alors attention, quand je dis jouer, c'est il a débuté un match à 44 ans, donc il n'était pas titulaire indiscutable, il a été le remplaçant de remplaçant. Oula, ouais, d'accord. Il a dépanné à 44 piges. T'as une haute estime de moi, ça me fait plaisir. Alors, il a été, il était remplaçant à l'époque, c'était la saison 1998. Chris Chandler était le titulaire, il n'était pas en capacité de jouer, il a donc été remplacé par. Oh là là. C'était un peu avant que tu t'y mettes. Tu vas me le dire, je vais me dire mais oui, mais ça me revient plus. C'était Steve DeBerg. D'accord, ouais, je connaissais deux noms, mais non, voilà. De là à savoir qu'il avait été titulaire. Et ben voilà, Steve DeBerg, et ils ont perdu 28-3 ce match-là contre les Jets. Donc voilà pour les records. Merci pour la dédicace au passage sur le score. Désolé. Tom Brady, donc, il a signé jusqu'à 44 ans. C'était donc le 4 août. Il a signé une grosse prolongation de contrat. Il a pris une petite augmentation de salaire de 8 millions au passage là pour cette année. Il va être payé 23 millions. Au-delà des chiffres, donc, l'an dernier, il a lancé 29 touchdowns pour 11 interceptions. C'était son plus gros total d'interceptions depuis 2013. C'est toujours mieux quand même qu'entre 2001 et 2006. Pour situer, entre 2001 et 2006, il lançait toujours 14 ou 12 interceptions. Chaque saison, entre 2001 et 2006, c'était 14 ou 12. Est-ce qu'il peut continuer au rythme de l'an dernier ?
Alors, quand je dis rythme de l'an dernier, c'est une bonne saison régulière, comme il a fait, 29-11, et puis des prestations décisives en play-off et un titre. Ouais, je pense qu'il peut continuer plus ou moins sur ce rythme. On l'a vu l'an dernier quand même, le jeu au sol côté Patriots a progressivement pris, on va dire, les clés du camion à partir du milieu de saison où on avait quand même beaucoup plus de portée donnée à Sonny Mitchell et avec ce petit comité de coureurs que les Patriots aiment bien. Donc je pense que les Patriots vont un peu garder ce rythme-là en attaque. Et je vais pas dire sortir Brady de la boîte quand il faut, mais en tout cas lui réduire son rôle dans le jeu offensif. Et à partir de là, vu son hygiène de vie, vu comment ça tient, ça peut marcher. On l'a déjà parlé dans d'autres podcasts. Moi, j'ai toujours la crainte de l'âge qui se fait ressentir comme ça momentanément. Bon, on va voir après sur le papier. Il a l'air de pouvoir encore tenir effectivement cette saison. Greg, ils ont perdu Rob Gronkowski, Trey Flowers, Malcolm Brown, Cordarrelle Patterson. Est-ce qu'ils compensent ça avec Jared Veldheer, le retour de Jamie Collins, Michael Bennett, N'Keal Harry, le rookie en clair, est-ce qu'ils sont toujours aussi forts collectivement? Oui, quand même. Et pour rejoindre ce que disait Raphaël, c'est vrai que ils ont testé une recette l'année dernière qui a marché de A à Z au final. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir des stars en défense pour performer comme ils l'ont fait au Super Bowl. Ils n'ont pas besoin d'avoir un énorme jeu à la passe vu que le backfield est renforcé de cette manière-là, avec en plus un joueur qu'ils ont drafté au 3e tour au poste de running. Donc honnêtement, voilà, les ajouts sont quand même très intéressants. Michael Bennett est habitué à jouer dans des équipes notamment qui prétendent au titre, voilà, qui arrivent avec ce swag, on va dire, en tout cas ce côté un petit peu sûr de lui. Donc non, franchement, je fais pas trop de soucis pour ces Pats version 2019. J'aime bien parce que quand on t'entend, on réalise que la recette des Patriots, elle est absolument impossible à copier, parce que tu es là en train de dire, bon, leur recette elle marche, hein, c'est de pas avoir des stars en défense, c'est de pas avoir forcément un gros jeu de passe. Non, ils ont pas besoin de tout ça. Leur recette, en fait, c'est ça. Leur recette, c'est d'avoir Bill Belichick et Tom Brady, quoi. C'est ça. Donc tant qu'ils ont ça, on est d'accord, ils sont prétendants au titre. Ah oui, bah oui. Ouais, ils sont largement prétendants au titre. Quand tu regardes l'effectif en détail, c'est quand même costaud. C'est une franchise bien gérée, coaching, etc. Il n'y a pas de raison que eux s'écroulent particulièrement et ratent les playoffs ou quoi que ce soit. Donc moi, j'ai envie de dire que en plus la perte de Gronkowski, bon, il n'était pas à un niveau exceptionnel pendant la saison en plus. Il était quand même plus ou moins gêné par des blessures un peu tout le temps. On voyait que ça sentait un peu la fin. Bon, ça manque toujours un poil de cible, même si Josh Gordon pourrait revenir. Oui, donc il y a N'Keal Harry. Il y a N'Keal Harry, mais bon, c'est rookie, donc c'est jamais... t'as des rookies qui s'en sortent bien quand même. Oui, non, mais c'est vrai que pour Greg, c'est plus évident, parce qu'il les connaît mieux que nous. Ils vont peut-être être capables de relancer Demaryius Thomas, va savoir. Ouais, il y a aussi des petits soucis de blessure avec Thomas, donc ça fait... Je sais pas, mais après, je suis comme vous. Je pense que la part prise par le jeu au sol fait que de toute façon, ils seront solides et ils sont tellement bien coachés qu'ils sont toujours dans la course au titre. Et puis, donc, si je me permets, Alain, juste pour compléter, on rappelle aussi qu'a priori, la NFC Est va pas être monstrueuse encore une fois cette année. Donc, il y a moyen peut-être de se remettre en confiance petit à petit, de se qualifier en play-off, quoi qu'il arrive. C'est vrai qu'ils ont cet avantage que leur division, a priori, semble plutôt prenable. Voilà. C'est même avec les 11 victoires, ils sont en play-off, quoi. À peu près, ouais. C'est arrivé une fois qu'il ne le soit pas à 11 victoires. À mon avis, ça va rarement se reproduire. En fait, c'est parce que j'osais pas dire 10. Mais je pense que même à 10, ils y sont là. Oui, je pense aussi. Ils étaient à combien l'année dernière? C'était à 11 11-12. 11-12. Je me demande s'ils finissent pas à 12 quand même. Mais... Ouais, c'est possible. Moi, je les vois quand même à 11 minimum. Quand même. Oui, non, mais après, il n'y a pas de raison qu'ils y soient pas. Hein, mais ils sont à 11 l'an dernier, 11-5. Donc oui, il y a pas de. Mais ça va être la même chose, et puis avec des prestations un peu en play-off où il va falloir aller chercher. Et sur le coaching, vu que le coaching compte fort en play-off, ils ont toujours Bill Belichick, ils ont toujours Tom Brady. Donc la première question était plutôt simple, messieurs. Les Patriots, c'est toujours prétendant au titre. Deuxième grande question de la saison. Alors celle-là, c'est un classique. On l'a un petit peu effleuré dans le top 50. Elle concerne Patrick Mahomes, le MVP en titre. 50 touchdowns, 12 interceptions l'an dernier. MVP, il a 23 ans. Il est en couverture de Madden. Tout lui sourit, c'est génial. Mais peut-il continuer? Patrick Mahomes, messieurs, peut-il continuer sur cette lancée? La bonne nouvelle, c'est qu'il a toujours Tyreek Hill, pardon. Travis Kelce, c'était logique. Il a toujours donc Tyreek Hill qui ne sera pas suspendu. Andy Reid est toujours là pour le coacher. A priori, pourquoi il s'arrêterait en fait?
Pour la simple et bonne raison que je pense que déjà, il y a des équipes et des coordinateurs qui vont un peu mieux connaître le personnage et sa manière de jouer, ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière. On l'avait vu brièvement en dernière semaine lors de la saison 2017 contre Denver, mais on n'avait pas vraiment vu exactement sa capacité et on va dire ses moyens d'improviser face à la pression. Je pense qu'il y aura peut-être une adaptation, notamment dans les équipes d'AFC West, je pense aux Chargers par exemple, où on le sait, défensivement, ils l'ont montré en playoff l'année dernière contre Baltimore, c'est assez costaud. Mais voilà, je pense que j'ai du mal pour vous rejoindre un petit peu sur ce que j'avais entendu précédemment. Une saison aussi canon que l'année dernière, ça va être compliqué à réitérer. Après, oui, je pense que ce sera quand même une saison, 35, 40 touchdowns, ce qui serait déjà énorme. Si on prend les Chiefs en général, est-ce que au final la plus grosse inconnue c'est pas Mahomes, mais c'est plutôt cette défense toujours où il y a eu du renouvellement. On rappelle, ils ont perdu Dee Ford, ils ont perdu Justin Houston, ils remplacent avec Frank Clark, Alex Okafor, Tyrann Mathieu. Est-ce que ça va être plus fort ou moins fort en défense? Je sais pas trop, c'est dur à dire. Peut-être un petit temps d'adaptation. Ouais, c'est ça. Il y a quand même le coordinateur défensif s'est fait virer. Après, ils ont pris des sacrés bouillons l'an dernier, donc ça va être quand même dur de faire bien pire. Ouais, c'est toujours possible de la sauce prend pas, ça peut se compliquer. Moi, j'aurais tendance à croire qu'ils peuvent être meilleurs comme tu dis, mais bon, ça demande, comme dit Grégory, temps d'adaptation à vérifier. Parce que l'année dernière, ils prennent des bouillons, mais ils terminent avec le plus grand nombre de sacs avec les Steelers, je crois, en saison régulière. Ouais. À 52 de mémoire. Donc, ouais, c'est ça. En gros, ça passait ou ça cassait sur beaucoup d'actions du côté de Kansas City. Il y a encore eu un bon turnover, comme tu le disais, en défense. Il y a une transition sur un système 43 qui va peut-être pas être évident pour tout le monde. Mais non, franchement, je reste quand même assez confiant sur cette escouade. Ils ont récupéré Tyrann Mathieu. Enfin, ils ont quand même récupéré des bons éléments. Donc, ça me paraît être quand même assez solide dans l'optique des playoffs. Et donc, au final, s'il avait une défense à peu près correcte, c'est peut-être ça aussi qui pourrait faire baisser ses stats s'il avait pu arroser comme il a arrosé l'an dernier. Parce que c'est aussi ça qui fait qu'il lance 50 touchdowns, c'est que l'an dernier, il y a quand même énormément de points parce que la défense, elle en laisse aussi et que ça fait des matchs hyper rythmés. On rappelle celui contre les Rams où ça finit à 54-51 ou quelque chose comme ça. Tous les deux équipes à plus de 50. Si jamais il avait une défense qui calmait un petit peu le jeu un jour, ça pourrait aussi faire baisser un poil ses stats. Je suis d'accord avec toi, mais alors, je dirais que c'est un problème qu'on peut retourner des deux côtés parce que c'est peut-être aussi le fait que justement Kansas City a une attaque aussi explosive, capable de marquer des points très rapidement, avec notamment les big plays de Tyreek Hill, on se rappelle par exemple en première semaine contre Los Angeles, qui fait aussi que peut-être la défense n'a pas le temps de se reposer également et que ça peut également les exposer sur certaines séquences de jeu. C'est vrai. Donc en un mot, Patrick Mahomes va-t-il continuer sur sa lancée? Oui. Je pense aussi quand même, ouais. Bon, on est plutôt confiants tous les trois. La troisième question, encore une fois je vous ai dit on est dans du dossier lourd, c'est la question hype de l'année. Les Browns iront-ils en play-off? C'est la hype monumentale de l'intersaison. Baker Mayfield, Odell Beckham, mais au milieu de tout ça, messieurs, est-ce que c'est pas la défense qu'on oublie un peu trop? Ils ont aussi récupéré Oliver Vernon, qui était le meilleur pass rusher des Giants. Sheldon Richardson, Myles Garrett est toujours là. Selon Pro Football Focus, c'est le 3e meilleur groupe de pass rushers de la ligue. Donc est-ce que c'est pas aussi ça qui peut faire la différence pour emmener les Browns en playoff? Ça peut l'être. Il y a quand même, c'est une défense qui a encore quelques trous, je trouve, les squads de linebacker, mais pas, à mon sens, d'une grande qualité. En cornerback, pareil, en dehors de Denzel Ward, je trouve ça un peu léger à l'heure actuelle. Donc, il va falloir un très gros pass rush pour faciliter, on va dire, un peu tout le niveau défensif. Des joueurs qui vont devoir s'adapter. Oliver Vernon, t'en parlais, mais il a souvent été blessé à New York. Est-ce qu'il va pas aussi connaître plusieurs blessures cette saison? T'es jamais à l'abri. Sur le papier, il y a du talent, c'est sûr. Il y a quand même un nouveau coach, même s'il a commencé à coacher l'an dernier. Voilà, c'est une saison entière à coacher, c'est une intersaison à gérer, ça, on va voir ce que ça donne. Et puis, ils sont dans une division, va quand même falloir aller chercher les Ravens, va falloir aller chercher les Steelers. Ça me paraît, enfin, ils ont le potentiel pour aller en playoff, mais moi, je les vois pas en playoff tout de suite, quoi. Contrairement à d'autres équipes pour qui les playoffs me semblent immanquables, eux, c'est pas le cas tout à fait à mon sens. Et attends, tu es en train de me dire que pour toi, ils y vont pas? Non, je sais pas. Ils peuvent y aller, mais s'ils y vont pas, s'ils finissent septième de la conférence, je suis pas le plus surpris du monde non plus.
Oui, ce sera déjà une progression en Oui, soi. en plus, Enfin, ouais. voilà, qui termine déjà peut-être avec une fiche positive. Après, on parlait des gros noms. Il me semble qu'il y a toujours Eric Berry qui est sur le marché, un joueur que connaît Glenn Dorsey. C'est Glenn son... Oui. Que je confonds John. pas. John, je confonds John avec le Dorsey. defensive tackle il y a quelques saisons. Autant pour moi. Mais oui, donc un joueur que connaît Dorsey et sur une position de safety, en effet, Jean-Jean Raphaël, au niveau du backfield, c'est pas ce qu'il y a de peu rassurant. Du coup, je sais plus ce que j'allais dire, mais c'est pas très grave. Ça revient. Oui, et par rapport à ce que disait Raphaël, notamment sur le coaching, je me méfie toujours de ces coachs qu'on nomme, à qui on donne des promotions de head coach par rapport au fait qu'ils sont bien considérés par leur quarterback. On a vu qu'il y a eu une transformation avec Baker Mayfield, que Mayfield adore Freddie Kitchens. Maintenant, c'est pas du tout la même chose de gérer un quarterback et on va dire de rebooster un groupe qui était complètement en plein marasme sous l'ère Hugh Jackson et de redynamiser tout ça et de vraiment pleinement les focaliser sur un autre objectif qui est d'atteindre vraiment les sommets. Et Freddie Kitchens, c'est un coach qui a toujours été essentiellement un coach de position, devoir gérer des gros caractères. Alors Mayfield, encore une fois, il l'a à la bonne. Mais je pense que notamment les Beckham, les Landry et autres, va quand même falloir se les coltiner et ça va être une toute autre mission. Après, contrairement à Raphaël, je les verrai quand même en play-off, voire premier de la FC Nord. Moi, je suis en train de regarder la liste des équipes, un peu de me remémorer la FC. En effet, parce que je crois pas forcément à Baltimore, on en parlera plus tard. Je pense que Pittsburgh, du coup, est leur seul vrai ennemi dans cette division. Et en effet, s'ils prennent le dessus sur Pittsburgh, voilà. Ce sera playoff. Ah oui, s'il gagne la division, oui, ça. Non, mais voilà, Ouais, évidemment, ouais, s'il j'avais gagne pas la de- division, c'est bien ce que je dis. Pas d'autres. On est d'accord. Mais non, mais voilà. Donc, Non, mais ils peuvent le faire, hein, qu'on s'entende bien. S'ils remportent la division, je serais pas non plus surpris parce qu'il y a le talent pour aller chercher cette division. Mais et en c'est fait, une équipe. ce que je veux dire, c'est que même pour une wildcard, en fait, je suis pas convaincu par plein d'équipes dans la FC. Donc, en fait, même pour une wildcard, je les verrais bien. Mais en fait, je serais pas étonné qu'ils fassent vraiment une saison régulière canon, justement, encore une fois, dans la foulée, la fougue de la saison passée. Et qu'en play-off, on se rende compte, justement, aussi par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, notamment le fameux facteur Belichick, que niveau coaching, les lacunes de Kitchens apparaissent un peu plus flagrants. Je suis désolé, Raphaël, je t'ai coupé. Tu voulais dire quelque chose? Non, mais je réfléchissais, oui, wildcard. A priori, tu as une deuxième place en AFC West, à mon avis, avec Chiefs et Chargers quand même qui risquent d'y aller. C'est vrai. AFC Sud, faut voir les Texans, Colts. Non, mais T'as le temps d'y réfléchir jusqu'au prono. ouais, voilà, on va y réfléchir. Moi, je suis pas si certain que ça qu'ils aillent en playoff. Tu lui as mis mais le bon. doute là. Hein. Bon, en tout cas, Baker Mayfield était à 93,7 d'évaluation l'an dernier. Il est monté en puissance au fil de la saison, en plus statistiquement. Donc ça se présente plutôt pas mal pour eux en attaque. Il y a du monde. On rappelle, ils récupéreront Kareem Hunt en 11e semaine. Alors c'est tard, mais bon, ça pourra faire une deuxième impulsion éventuellement. Ouais, Nick Chubb aurait eu le temps d'assurer sa place de numéro 1. Ouais, je pense aussi. Ouais. Bon, j'espère pour lui, mais je veux dire, voilà, au cas où, ça peut faire un renfort. Il reprendra là où il avait arrêté sa saison avec les Chiefs l'an dernier, grosso modo, puisqu'il avait dû arrêter dans ces eaux-là de la semaine 10-11. Donc voilà, donc pour répondre à la question, donc playoff, moi je dis que j'y croyais. Raphaël, possible mais pas sûr. Voilà. Et Greg, Oui, moi j'y crois quand même. 2 playoffs à 1. Quatrième, question. On reste encore chez les Cadors. On revient chez les Cadors, en tout cas, puisqu'on a parlé des Patriots et des Chiefs. On revient avec ceux qui ont affronté les Patriots au Super Bowl. Ce sont les Rams. Ils n'ont marqué que 3 points. Le genou de Todd Gurley, depuis, est une des interrogations de la saison. Ndamukong Kongsu est parti. La ligne était bonne l'an dernier, mais elle commence à vieillir. Est-ce que cette équipe est la candidate idéale à la gueule de bois post-Super Bowl Eh ben, ça tombe Raphaël. bien que tu poses cette question, parce que Greg, c'est ma je te vois théorie sourire. depuis des semaines et des semaines. Ah, et ben vas-y, fais-toi plaisir. Oui, non, mais c'est... Alors, c'est conditionné à la manière, on va dire, de quand Rashon McVay de rebooster un petit peu de groupe. Après, j'en avais parlé dans les heures qu'on suivi même les minutes d'ailleurs qu'on suivi le Super Bowl. On a quand même senti un head coach assez abattu, un quarterback qui reste malgré tout assez... on dira fragile, même s'il a été très bien conditionné, on dira, depuis l'arrivée de Chuck McVay. On ne sait pas comment il sera capable de se relever d'un échec quand même aussi cuisant, parce que 3 points au Super Bowl, quand on représente une des plus grosses attaques de la ligue, il me semble qu'on a vu que même Peyton Manning, il s'était pas super bien remis du Super Bowl perdu lourdement contre les Seahawks.
Donc là, c'est vrai qu'en plus, avec la blessure de Gurley, le renouvellement en défense, tu parlais de la ligne offensive, alors ils ont choisi quelques joueurs pendant l'intersaison, mais ça va peut-être mettre du temps à se mettre en place. Ça fait quand même beaucoup de facteurs où tu te dis que peut-être avec l'émergence des Niners, peut-être avec les Seahawks, même si j'ai encore quelques réserves sur Seattle, la manière dont ils ont géré l'intersaison, avec une NFC West qui va quand même être assez disputée, ce serait pas impossible pour le coup de voir les Rams finir 7e de la conférence nationale. Déjà, disons, heureusement qu'ils sont pas dans une division type AFC West ou NFC Sud qui est encore plus relevée parce que là, clairement, ça aurait été encore pire. Mais je suis assez d'accord avec toi. Je rappelle quand même, je parlais de la ligne, John Sullivan est parti. À l'arrière en défense, Eric Weddle remplace Marcus Joyner. Alors, c'est un très bon joueur, mais c'est plus âgé. Clay Matthews arrive en défense. C'est plus le Clay Matthews qu'on a connu il y a 8 ans maintenant, ça commence à faire un moment. Donc ils n'ont toujours pas vraiment de linebacker ou un groupe de linebacker établi. J'ai envie de dire que c'est un peu leur draft aussi qui va définir s'ils peuvent continuer au même rythme. Alors je me retourne, on revient vers Raphaël après, mais je me retourne vers Greg puisque c'est toi le spécialiste draft. Est-ce que cette draft elle peut leur permettre de continuer quoi? Honnêtement, j'avais pas été bluffé, notamment défensivement par les choix qui avaient été faits. Donc bon, après c'est toujours pareil. Le coordinateur, ça reste Wade Phillips. On sait que bon, ça reste un des coordinateurs les plus réputés de la ligue. Après, c'est vrai que depuis son arrivée à Los Angeles, j'ai pas la sensation que la patte soit aussi marquée qu'à Houston, par exemple. Et pourtant, il a quand même un personnel assez intéressant. Il a le meilleur defensive lineman de la ligue, voire le meilleur défenseur. Mais au-delà de ça, on voit pas Los Angeles comme une énorme défense. Et bon, c'est encore une fois, c'est une défense qui va pouvoir arracher quelques matchs. Mais par rapport à la draft, je sais pas s'ils ont vraiment augmenté de manière importante leur potentiel, quoi. Raphaël, la gueule de bois, Goff, pas assez autonome, le genou de Gurley, qu'est-ce qui t'inquiète? Contrairement à vous, non, je suis pas spécialement pessimiste sur cette équipe des Rams. Je pense qu'elle va pas avoir la gueule de bois plus que ça, parce que elle a beaucoup de, notamment en défense, je pense beaucoup de grandes gueules de leaders. Je pense à Aaron Donald, à des mecs comme Aqib Talib, Marcus Peters, qui, à mon avis, vont pas tant que ça cogiter pendant des heures et des heures sur ce qui s'est passé. Je vois bien le coaching staff reprendre ça en main, et peut-être là justement l'expérience d'un Wade Phillips pour accompagner Sean McVay après une telle défaite, remobiliser un peu tout le monde. En fait, je trouve qu'il y a un peu trop de talent en attaque et en défense pour que ça explose comme ça sur une saison. Est-ce que ça sera aussi facile que l'an dernier? Je pense pas. La saison risque d'être un peu plus galère, plus de matchs à l'arraché. Mais moi, je les vois quand même retourner en play-off sans trop, enfin, en gagnant leur division, quoi. Ouais. C'est vrai que Wade Phillips a de l'expérience pour ce qui est de se relever des défaites. Donc, il en a connu quelques-unes, donc on peut compter sur lui là-dessus. Il peut. Et l'attaque, faut voir comment la potentielle absence d'un Todd Gurley va être comblée. On a vu l'an dernier, CJ Anderson fait des bons playoffs pour remplacer Todd Gurley. Là, on sait pas trop qui ça va être. Une saison, c'est vrai que c'est plus long que 2-3 perfs. Comme tu l'as dit, il y a eu Bon, je sais pas, je suis pas si inquiet que ça. Non, mais après, moi, personnellement, je les vois à 9-10 victoires. Après, encore une fois, ça dépend du niveau des adversaires. Pour prendre la division dans une division où tout le monde se bat un coup sur l'autre. Ouais, je sais pas à combien sortait le 7e de la conférence nationale ces dernières années, mais encore une fois, ça peut être un peu ric-rac. C'est juste ça. Après, je te rejoins, oui, je les vois pas non plus dégringoler au point de faire une saison à 5-11 ou à 4-12, quoi. Je précise juste que j'étais médisant avec Wade Phillips, il a quand même gagné un Super Bowl avec Denver. Ah bah oui, quand même. Ouais. Non mais en fait, je pensais qu'il était à la tête de la défense quand ils se sont fait exploser par Seattle, mais il était arrivé après. Donc j'étais médisant. Là, il est à la tête de la défense quand ils explosent les Panthers, par contre. Mais... Oui, c'est ça. Voilà. Donc, défensivement, en tout cas. Il y a quand même du background. Messieurs, donc, on a dit gueule de bois ou pas pour les Rams. Raphaël, c'est donc pas de gueule de bois. Non, pas de gueule de bois. Grégory. Et moi, c'est oui. Petit mal de crâne à la limite, mais... on va faire une échelle de la gueule de bois post-Super Bowl. Donc, pas de gueule de bois pour Raphaël, gueule de bois pour Grégory et gueule de bois pour moi aussi. La NFC Sud est-elle la meilleure division en NFL? Alors là, on a un spécialiste en plus autour de la table, donc on va aborder ça. Bon, tous les ans, on la cherche. On avait envie de mettre ça dans les questions, les intrigues. Tous les ans, il y a ce débat. Quelle est la division la plus forte en NFL? Celle qui peut envoyer 2 ou 3 équipes en play-off. Cette année, on a quand même Saints, Falcons, Panthers, Buccaneers. Donc Buccaneers avec Bruce Arians qui arrive. Panthers, en théorie, avec un Cam Newton qui doit avoir l'épaule réparée. Est-ce qu'il n'y a pas débat ou est-ce qu'il y a débat sur la meilleure division de la NFL? Raphaël.
Ouais, c'est ça, merde. Est-ce qu'il y a des ça me semble assez logique de l'avoir comme ça, meilleure division, effectivement, avec les Saints, les Falcons. Sur le papier, sauf grosse surprise, non, effectivement, c'est peut-être la meilleure. C'est pas évident, hein, parce que de temps en temps, on voyait. Ça me rappelle des fois où certaines années, on pensait que la NFC Est allait être la division la plus forte et tout le monde s'écroulait et était absolument ridicule dans cette division. Je pense que ça sera pas le cas quand même. Ouais, c'est la plus forte. Après, je sais pas, la NFC Nord, suivant comment Kirk Cousins gère sa deuxième saison, si les Bears redescendent pas trop. Oui, c'est T'as vrai. quand même année 2 de Matt Patricia avec les Lions, je sais pas trop ce que ça va donner, mais la NFC Nord pourrait peut-être les titiller un peu quand même, suivant comment tout ça prend, les recrues à Green Bay. Bon. La FC West, c'est pas mal aussi, tu l'as évoqué tout à l'heure, Grégory. Chiefs, Chargers, Raiders et Broncos. Les Broncos, ouais, qui cherchent un peu plus, mais ouais, j'aurais quand même tendance à rejoindre Raphaël. C'est vrai que la NFC Nord me paraît quand même en termes de niveau un peu plus. En tout cas, on sent que ça s'est un peu amélioré. Si on prend la NFC Sud, à Tampa, alors oui, il y a l'arrivée de Bruce Arians, mais on a vu qu'avec un head coach spécialiste de l'attaque, Jameis Winston était performant, mais changeait pas spécialement la phase de l'équipe. Il y a Attends, beaucoup de points t'as pas vu qu'il a lancé une passe en profondeur au camp d'entraînement? Ils l'ont Oui, mis c'est vrai, sur le compte Twitter de l'équipe. Non, mais c'était vachement bien. Hein. C'est assez souvent les mêmes problèmes avec Tampa, et c'est vrai qu'on blinde beaucoup de postes ces dernières années. Je pense au DB par exemple, où ça fonctionne avec un succès plus que relatif. Et il y a d'autres positions qui, du coup, sont un peu plus problématiques. Moi, le pass rush m'interroge quand même. Il y a un changement de système défensif qui va être à prendre en considération. Et voir Tampa performant dès maintenant, ça me paraît un peu compliqué. Et Carolina, pareil. Ils ont quand même perdu du monde, mine de rien, en défense, notamment sur le pass rush. Alors, il y a l'arrivée de Brian Burns au premier tour de draft. Mais là aussi, je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment un numéro 1 au niveau des cibles qui va se dégager, même si on attend l'éclosion de DJ Moore. Il y a quelques petites zones d'ombre, et puis j'oublie pas Atlanta également, où défensivement Dan Quinn a récupéré la casquette de coordinateur, mais où on sait pas spécialement ce que ça va donner. 43, 34, ils ont pris personne, alors que la défense l'année dernière, elle pour le coup prenait bouillon sur bouillon, avec 40 points de moyenne encaissés sur une certaine période de l'année, donc les Saints seront au rendez-vous. Les trois autres, j'ai encore beaucoup de points d'interrogation pour vraiment les situer. Ça peut aller de la 5e à, en tapant loin, la 12e place, quoi. Je rappelle quand même qu'on a 2 quarterbacks MVP dans cette division, Cam Newton et Matt Ryan. Et on devrait même presque en avoir un 3e. Ouais. Voilà. On peut presque dire qu'il y en a un qui a un calibre MVP, quoi. Ouais, c'est ça. Drew Brees aurait quand même pu l'être. Et puis Jameis Winston, MVP de l'humour, évidemment, qui est toujours là pour mettre l'ambiance, manger ses doigts, etc. Ou relâcher des fumbles en arrière, parce que ça, en termes d'humour, c'était pas mal. Un petit clin d'œil à ceux qui avaient suivi sa demi-finale. C'était contre Oregon, hein, c'est ça? Tout à fait. Contre Marcus Mariota et Oregon. Ouais. À moitié de lancer le ballon en arrière quand il tombait sur un sac et que ça avait fait un touchdown derrière. Est-ce qu'ils peuvent mettre 3 équipes en play-off en NFC Sud d'après vous cette année? Plus que 2, je serais étonné quand même. Ouais, ça me paraît compliqué les 3. Je sens que ça croit pas beaucoup à la storyline Bruce Arians, le magicien. Non, ça croit pas à Jameis Winston qui d'un coup va faire une saison MVP parce qu'il y a Bruce Arians. Mais encore une fois, c'est un très bon coach, Bruce Arians. Hein. Mais bon, je veux dire, même Carson Palmer, il a beau l'avoir fait remonter. Voilà, c'est aussi l'émergence de tout le groupe à Arizona. Faut que la défense qui était finisse pas mal. par marcher à un moment ou un autre du côté de Tampa, ce qui est... Mais avec Todd Bowles, pour le coup, là en tout cas, il y a. Ils se connaissent au moins, c'est un coaching staff qui se connaît, qui a ses habitudes de travail ensemble. Il y a les mêmes ingrédients, mais à Arizona, tout s'est pas fait en une année avec Carson Palmer, qui était pourtant pas un mauvais quarterback. Là, Jameis Winston, il a beau avoir du talent, si l'ensemble du casting est pas suffisamment bon, en tout cas à l'unisson, ça me paraît un peu délicat. On est à peu près unanime donc pour dire que c'est la meilleure division en NFL. Qui est le favori pour terminer? Qui va la gagner? Les pronostics. Saints pour tout le monde? Ouais. Petite surprise Falcons, non? Même Essaye pas de me faire changer d'idée. Mais de toute façon, je vais on l'aura sur le podcast prono de toute façon. Ouais, donc, c'est ça. Non, mais les Saints présentent plus d'assurance et de garantie à l'heure actuelle, quoi qu'on puisse en penser. Du Saints pour tout le monde. Alors, petit jingle et les 5 dernières questions. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
C'est la suite de nos 10 questions de la saison 2019-2020 de NFL. Messieurs, on a passé en revue les très très grosses forces en présence pendant la première partie de l'émission. On va aller sur des histoires, comment dire, un peu plus piquantes, là où il pourrait y avoir peut-être encore plus de surprises. Et on va commencer avec du très très lourd puisqu'on va direction Auckland. Alors Auckland et pas San Antonio ou Las Vegas ou le nord de San Francisco parce qu'ils ont déménagé 4 fois rien que dans l'été. Le pire pass rush de la ligue l'an dernier, 13 sacs seulement contre 31 pour l'avant-dernière équipe. C'est pour vous situer quand même. La pire équipe après Auckland, ils avaient déjà fait 2 fois plus de sacs. Clelin Ferrell donc arrive et ça va être un peu dur de changer ça à lui tout seul. Et puis un recrutement évidemment pas du tout risqué, très safe. Antonio Brown, Vontaze Burfict, Richie Incognito. Là, on a tapé vraiment on a joué la sécurité. On a pris des leaders, quoi. Voilà, alors notre grande question, je ne l'ai pas donnée, c'était Auckland, : transition, éclosion ou implosion. Je vous laisse choisir l'adjectif qui vous convient. Ah bah écoute, présenté comme ça, comment te dire, non, je pense qu'il y aura quand même... il y aura quand même une petite éclosion. C'est difficile de faire pire que ce qu'ils ont fait l'année dernière, quand même. C'est vrai. Ils sont quand même tirés un peu des balles dans le pied tout seuls en se débarrassant de playmakers établis au sein du vestiaire et en mettant quand même une ambiance un peu morose tout seul. Là, ils sont censés repartir sur une nouvelle dynamique. Après, la question, c'est est-ce que John Gruden va être vraiment capable de gérer le bateau. On a vu qu'à Tampa Bay, c'était pas toujours bien géré. Là, à Auckland, en effet, c'est bien. Alors, Vontaze Burfict, je sais pas parce qu'il retrouve son coordinateur défensif de Cincinnati, donc peut-être que ça va un petit peu l'adoucir. Par contre, Antonio Brown qui arrive avec un boulard monumental qui se présente pas au début des entraînements, à mon avis, ça risque d'être quelque chose assez rapidement. Ouais. Moi, ce que j'adore, c'est quand une équipe croit qu'elle peut déjouer l'inévitable. C'est-à-dire que c'est hyper étonnant de penser que leur défense ait pu être plus faible sans Khalil Mack l'an dernier. C'est vraiment incroyable. Et donc là, je pense que dans quelques mois, on dira c'est vraiment incroyable qu'ils aient pu croire que ça se passerait bien avec Antonio Brown, Vontaze Burfict, Richie Incognito et tout ça et qu'il n'y aurait pas d'embrouille. Avec en plus les caméras de Hard Knocks pour histoire de Titi et tout ça, quoi. Brown et tout ça, ils vont être bien devant les caméras. Alors, en tout cas, ça donne envie de regarder. Écoute, après, là où je te trouve dur, c'est qu'au moins on va quitter la morosité. Ça va pas être, tu vois, on devrait s'éclater quand même à ce niveau-là. Je pense que nous, on va avoir sans doute 2-3 papiers dans la saison à faire. Assez Attention, sympathique. j'ai pas dit que j'aimais pas. Hein? Attention, j'ai pas dit que ça me plaisait pas. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas loin de penser à implosion quand même. Sincèrement, je trouve quand même que c'est un effectif qui a un nombre de trous assez important dans l'effectif. Je vois, en dehors du jeune rookie Clelin Ferrell qui arrive, je trouve quand même que ça manque de pass rush, ça manque de linebacker de haut niveau. Il y a pas de cornerback numéro 1. Le running back, on sait pas trop ce que ça va donner. La ligne offensive reste coachée par Tom Cable, qui a pris un groupe qui était une des 10 meilleures O-line de la ligue et en a fait une des moins bonnes. Donc Une coïncidence. Peut-être juste une coïncidence, mais voilà. Tout ça sous la patte Gruden. Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de direction en fait dans cette équipe. Donc, si, il y a une direction, c'est Las Vegas, mais pour le moment, comment on y va, je suis un peu plus sceptique. Donc, moi, je pense qu'on va pas être loin de l'implosion après 2-3 blagues racistes de Richie Incognito dans le vestiaire et Antonio Brown qui fera pleurer Derek Carr. Je pense qu'on va y arriver doucement. Honnêtement, moi, alors, autant que le retour de Richie Incognito, ce qui m'inquiète, c'est de le voir titulaire sur la hiérarchie actuelle de l'équipe. Il avait pas été si mauvais que ça chez les Bills, hein. Non, mais il sort d'une année de vide. Il commence à avancer en âge. Enfin, ça prouve que, comme tu dis, il n'y a pas une énorme direction non plus, quoi. Il arrive là, il y a pas des tonnes de... La construction est en effet assez bancale. Après, pour être plus sérieux que ce que je disais au début, j'ai tendance à toujours croire en Derek Carr parce que je trouve qu'il avait vraiment montré des bonnes choses l'année où il se casse la jambe et où ça termine un peu en eau de boudin et où au final ils ont cassé la dynamique. Mais après, et avec Antonio Brown, ça peut faire quelque chose de pas mal. Et avec voilà, il y a même pas grand chose autour, hein, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Le jeu offensif aérien, pourquoi pas avec Carr, avec Brown, le rookie Josh Jacobs, un running back rookie qui apporte quelque chose, ce serait pas du jamais vu. Donc pourquoi pas. Après, il y a tellement de trous derrière en défense, comme tu le disais, que ça semble très très compliqué. Donc
faut voir, comme tu dis, si l'ambiance, ils vont survivre à des semaines un peu difficiles ou des défaites ou des choses un peu bancales. Et à ce niveau-là, je sais même pas, on a dit quoi? Transition, éclosion, implosion? Je crois qu'on est toujours sur transition, mais je sais même pas vers quoi. Ouais, Oui, donc, d'ailleurs, oui, je suis dit éclosion, oui, peut-être plus transition, ouais, peut-être une saison Oui, à... Je dirais quand même peut-être une saison au moins à 8 victoires. Pas trop loin des playoffs, mais pas aussi largué qu'il pouvait être l'année dernière. Alors, soyons un peu mauvais esprit. Raphaël, pardon, je sais que tu aimes bien les previews de Deadspin, de nos confrères de Deadspin comme moi, qui sont un peu mauvais esprit. Je sais pas si tu as lu celle sur les Raiders, qui disait que, notamment, que John Gruden, en fait, ne voulait pas d'un bon quarterback, puisque toute la base de sa com, c'est de dire que c'est un gourou des quarterbacks et qui veut rendre les quarterbacks meilleurs. Donc son job, c'est de hyper un Nathan Peterman en disant j'aime vraiment bien ce que je vois dans Nathan Peterman et faire genre qu'il peut en faire un bon quarterback. Du coup, est-ce que tu crois que même si Derek Carr devient un peu bon, ils vont l'éjecter ou que ça lui plairait pas ou qu'il va s'aborder? Je sais pas quand même s'il est maso à ce point-là comme type, mais c'est peut-être inconscient. Hein. Pour l'histoire, ça serait vachement drôle. Après, j'ai du mal à croire quand même qu'il se hype au point de chasser Derek Carr pour mettre Nathan Peterman en titulaire. Ça, après, ça peut changer toute la saison des Raiders. Là, on passerait de 8 à 12 victoires. Ça change absolument tout. Ce serait assurément le plus grand moment de la saison sur le site. Le jour où on mettrait la news en une, Nathan Peterman, nouveau titulaire, Derek Carr envoyé à Miami ou un truc comme ça. Ouais. Ce serait pour une compétition avec Josh Rosen. Alors là, on toucherait au sublime. Arrête de me faire rêver, alors arrête. Comment Faut arrêter de me faire rêver, là. Transition, éclosion, implosion. Donc moi, je veux dire transition. Raphaël, tu disais implosion? Ouais, allez, oui. Non, en vrai, transition, mais je pense que l'implosion est quand même pas très très loin. Grégory, transition donc. Ouais. Implosion, ça va durer 10 ans quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, dans les faits, ils sont une sorte de renouveau. C'est que la deuxième année de John Gruden. C'est ça. On repart en NFC et du côté de Green Bay, messieurs, la question est simple, maintenant ou jamais. Matt LaFleur est le nouveau coach, Preston Smith, Rashan Gary, Zadarius Smith arrivent pour aider la défense, Adrian Amos aussi. Est-ce que les Packers jouent le titre? Oui. Enfin, sur le papier en tout cas. Sur le papier, je trouve que la free agency qu'ils font donne... En même temps, si tu joues pas le titre avec Aaron Rodgers en quarterback, avec une bonne ligne offensive, avec des bons éléments en défense... Il y a plus tant d'équipes que ça qui le jouent, on va dire, dans les ligues. Donc, de fait, il le joue forcément. Comme tu dis, moi, je trouve qu'il y a des ajouts intéressants en défense. Maintenant, il faut que la sauce, faut que tout ça prenne bien en attaque, en défense. Mais ils font partie des potentiels, des équipes playoffables, des équipes qui peuvent prétendre à la victoire. Ouais. Grégory, tous ces changements, notamment défensifs et de coach pour l'attaque, est-ce que tu y crois? Oui, ça peut être un prétendant pour la victoire. Alors après, j'attendrai de voir avec Matt LaFleur parce qu'il y a eu une grosse hype quand il était coordinateur. Il est quand même passé dans les coaching staff de Sean McVay et de Kyle Shanahan. Bon, ça va, il y a pire, quoi. Et il y a pire en termes de... Pour juger un petit peu de l'influence qu'il pouvait avoir en interne, c'est un peu compliqué à savoir. Après, il s'est quand même assez bien entouré, notamment en défense. Le principal objectif, c'est de remettre Aaron Rodgers en confiance, ce qui était clairement plus le cas sous Mike McCarthy. Après, oui, ça se battra jusqu'au bout. Il y a quand même quelques zones d'ombre. Je sais pas si le jeu au sol doit être sera vraiment plus transcendant maintenant sous LaFleur. Mais non, encore une fois, je pense que ça restera solide. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le niveau de la NFC Nord. Je pense que ça va se battre jusqu'au bout et oui, ça peut taper facilement au moins 10 victoires à l'issue de la saison régulière. Est-ce que ça dépend de leur attaque ou de leur défense? L'attaque, ouais. Parce que la défense, on a vu qu'elle était quand même meilleure. C'est vrai que ça commençait notamment avec les cornerbacks qu'ils avaient récupérés l'an dernier, les draftés. Et puis, je posais la question parce que j'aime bien les apports en fait de Rashan Gary, Preston Smith et Zadarius Smith que j'ai cités en plus. Donc, moi, je vais opter pour maintenant aussi dans une NFC où il y a quand même des équipes, on l'avait dit, Rams peut-être gueule de bois, les Bears où il va falloir quand même assumer une très bonne année dernière, les Cowboys qui commencent avec une grève d'Ezekiel Elliott, les Seahawks où on ne sait pas trop non plus cette année, les Eagles avec un Carson Wentz qui revient de blessure. On en reparlera un peu de tout ça dans le power ranking, mais du coup ça donne quand même un coup à jouer pour les Falcons. Donc je vais dire les Packers, pardon. Donc je vais dire maintenant, Raphaël, Greg, maintenant ou jamais. Maintenant. Allez, ça joue du titre. Une question qui aurait tenu à cœur à Raphaël il y a quelques semaines, quelques mois peut-être, mais qui n'en a plus rien à faire maintenant. Quelle sera la meilleure équipe à New York? Giants ou Jets ou Giants? Telle est la question.
Mais en fait, je me demande maintenant pourquoi on la pose. Est-ce que c'est pas facile en fait? Non, mais est-ce que la question est pas facile en fait? Est-ce que les Jets sont pas juste bien meilleurs? Je sais pas. Moi, la question que je me pose, c'est du coup, on en a vraiment terminé avec les favoris. Alors, ça y est, on passe à une autre page définitivement. Alors, Ah bah voilà, il y en a peut-être un qui sera selon les préférences favoris après dans une des questions, mais pas dans les miennes. Bon. Donc ouais. Jets ou Parfait. Giants? Moi, j'ai l'impression- Bien meilleur, j'irais peut-être pas jusque là quand même. Je suis pas certain que les Jets soient bien meilleurs que les Giants. Sur le papier, effectivement, je leur trouve un poil plus de talent, notamment en défense, parce que les Giants ont quand même fait un tel ménage en défense et décidé de repartir à zéro que ça va prendre un peu de temps. On va avoir un duel de coureurs très sympa entre Saquon Barkley et Le'Veon Bell qui, à mon avis, vont vouloir tirer les feux des projecteurs et des médias new-yorkais sur eux. Donc, on risque d'avoir un petit duel interposé assez sympathique. Je vois les Jets au-dessus, effectivement. Après, bon, pas non plus. Je vois pas les Jets prétendant au Super Bowl et les Giants prétendant au choix numéro 1 de la draft non plus. Donc, je Non, vois mais, pas cet écart-là, en tout cas. Je te trouve bien sympa. Enfin, je sais pas, moi, déjà, tu disais défensivement, clairement. Enfin, je peux te citer les Williams, CJ Mosley, Jamal Adams. À New York, il reste plus personne en défense. Le meilleur joueur, c'est quoi? C'est Janoris Jenkins? Quand il veut jouer au football, mais... Ouais, il y a des bons Ah bah, défenseurs du coup, voilà. quand même. Il y a des défenseurs assez prometteurs. Sur la ligne défensive, quand même, BJ Hill, même Tomlinson, c'est quand même pas mauvais. Le premier rideau va pas être facile à passer. Après, effectivement, quand Ogletree, c'était pas mal l'année dernière. Un peu irrégulier, mais ouais, un bon. peu irrégulier quand même. J'ai l'impression que c'est très très moyen. Après, voilà, par exemple, un peu- les squads un peu la- de cornerback, t'as on va dire quasiment 3 rookies. En plus de Jenkins, tu sais jamais si sur l'autre t'as pioché. Et puis t'as Jabril Peppers quand même. Mais oui, Jabril Peppers. Depuis le temps qu'on nous le vend, ça y est, il va exploser. Ce phénomène physique qu'est Jabril Peppers. Donc, du côté des Jets, il y a Sam Darnold, il y a Le'Veon Bell, il y a Jamison Crowder, il y a Robbie Anderson, il y a des petits trous aussi, évidemment. Ouais, mais il y a Adam Gaze, il y a Greg Williams sur le banc. Alors, voilà. Toi, c'est- ton problème, du coup, avec les Jets, c'est ça, hein, on peut le dire. Si vous lisez, je sais plus quand elle tombe, la preview des Jets sur le site, c'est Raphaël qui l'a fait. Toi, t'as un problème avec le coaching staff. Ah, moi, le coaching staff me rassure absolument pas. Adam Gaze, je l'ai quand même pas trouvé particulièrement transcendant à Miami. J'ai pas trouvé, au-delà même de pas être forcément transcendant en termes de stratégie, tout ça, tous les joueurs le confirment. Il avait un vrai problème relationnel avec son effectif et ses joueurs. Ce qui me pose un peu souci quand tu gères un effectif de 53 hommes et je vois pas pourquoi ça deviendrait tout d'un coup meilleur à New York. Enfin, quand on voit toutes les dernières un peu articles qui sortaient sur des mecs comme Frank Reich, Doug Pederson, où les joueurs parlaient d'intelligence émotionnelle vis-à-vis d'eux. Surtout qu'on le sait bien, New York, médiatiquement, c'est quand même un peu moins exposé que Miami. Voilà, donc en plus. Donc j'ai ce problème-là avec Gaze. J'ai le problème avec un Greg Williams qui a des qualités certaines en tant que coordinateur défensif, mais qui, dans ses dernières sorties, racontait qu'il y avait une dizaine d'équipes qui le voulaient en coach, qu'il aurait pu devenir n'importe... Je pense qu'il n'hésitera pas à ronger les os et les chevilles d'Adam Gaze si ça commence un peu à mal se passer. Tu Voilà, veux dire qu'il vaudrait mieux qu'Adam Gaze l'ait à l'œil? Ouais. On peut faire des blagues sur le regard d'Adam Gaze ou pas? Ah oui, d'accord. Ah ouais, oui, ouais. c'est bon ça. Voilà, j'ai quelques doutes sur ce coaching staff. J'espère que il va bien aider à faire progresser Sam Darnold. Voilà, c'est des doutes que j'aimais. Alors après, c'est un peu différent, quoi. Grégory, vas-y. Non, moi j'allais juste te dire, pour rebondir sur ce qu'on disait sur Adam Gaze, on nous vante le génie offensif. Il a Sam Darnold qui est censé être un top quarterback d'avenir. Pour moi, je vais être très sévère là-dessus, hein, mais si Darnold, pour moi, fait pas une saison canon dès cette année, je vois pas l'intérêt de garder Adam Gaze. Ah, on est totalement d'accord. Mais après, ça a l'air d'être un choix par défaut, Gaze. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils ont dû essayer d'autres avant. En tout cas, quand je vois les autres noms qui étaient... Oui, ça faisait un peu peur. Ouais. Adam Gaze, c'était presque l'un des moins pires. Après, moi, je reste, puisqu'on est dans la comparaison des deux équipes de New York, même si le coaching staff est hyper Bancal. a un côté terrifiant dans tous les sens du terme. Le problème, moi, j'ai un problème avec New York au sens où il n'y a plus que Saquon Barkley, le corps d'Eli Manning, pas de receveur et pas de pass rush. Oliver Vernon qui était leur meilleur pass rusher qui est parti. Après, c'est la NFL, c'est-à-dire que l'an dernier on disait ça des Bills, je crois, ils sont en playoff ou l'année d'avant.
Je ne sais plus. Mais voilà, donc, mais dans les faits, il n'y a rien quoi, chez les Giants. Moi, c'est assez aberrant. Et les récits du camp d'entraînement par ceux qui y assistent sur les passes de Daniel Jones, apparemment, c'est quelque chose. Il a commencé par quelque chose comme incomplète, interception, déviée, interception ou quelque chose comme ça. Et tous les jours, vous pouvez lire des rapports et des récits de ce qui se passe. Et visiblement, il ne touche pas souvent la cible. Donc voilà, ils ont un quarterback qui est sur la fin, pas de solution derrière, Saquon Barkley qui est tout seul, qui va porter 40 000 ballons tout seul, et voilà, donc c'est un peu, moi je trouve ça assez apeurant, alors que les Jets, dans un scénario où vraiment tout va dans leur sens, je peux les voir peut-être titiller à la 7-8e place de la division, et s'ils ont de la chance, peut-être même embêtés pour les playoffs. J'ai du mal à aller jusque-là, mais... Il faut bien qu'il y en ait une. Cela dit, par exemple, un site comme Walter Football, qui fait aussi un site américain assez connu, qui fait aussi des previews d'avant-saison, aller Jets en prétendant playoff, voire plus. Donc, alors, j'irai pas jusqu'au voire plus. Mais encore une fois, je l'ai dit, dans un scénario où tout va pour le mieux, c'est-à-dire qu'il y a quasiment pas de blessures parce qu'ils n'ont pas de profondeur non plus. Dans un scénario où tout va pour le mieux, où Darnold, ça ne risque pas. Darnold vraiment fait une saison canon, se développe sous Adam Gaze, etc. Ça fait énormément de si. Donc j'ai pas dit ils seront en playoff. Ça me fait penser à la vidéo de Mark Sanchez qui pronostiquait la saison des Jets. Je sais pas si tu l'as vu, mais il est lancé à combien de 13-3, 12-4, enfin moi, et avec des scénarios what the fuck, c'était. Faut pas délirer. Donc j'ai dit si tout va bien. Ah oui. Meilleure équipe de New York. Oui. Moi j'irais avec les Giants quand même, mais franchement c'est une course de tortue votre truc là. Vraiment, tu dis les Giants? Franchement ouais, je dis les Giants parce que les Jets ça me fait vraiment très très peur. D'accord. Bon, et Jets pour moi ça fait 2 Jets 1. 8e, 9e question, je ne sais plus. Les Ravens peuvent-ils avancer avec Lamar Jackson, messieurs? Une nouvelle ère de football offensif. Voilà, rien que ça, c'est la promesse de John Harbaugh. On entre dans une nouvelle ère de football. Est-ce qu'on croit à cette attaque révolutionnaire avec un quarterback qui, a priori, lance un peu moins bien le ballon que la moyenne? Oui, ça va bien avancer, mais ça va avancer en courant, mais pas forcément en passant, quoi. C'est un peu, non, mais après, ça peut nous donner une attaque vraiment assez intéressante parce que très explosive. Je pense qu'on va retrouver ce qu'on avait vu en fin de saison régulière la saison passée. Et en effet, voilà, des receveurs qui vont peut-être un peu plus être performants sur des tracés un peu screen, sur vraiment des prises d'espace, surtout qu'ils ont les tight ends en plus, qui ont la mobilité pour justement décrocher, être capable de libérer ces fameuses brèches. Donc je pense qu'on va avoir un jeu qui va être assez épuré et qui en effet va être assez excitant à regarder, mine de rien, en attaque, parce que bon, c'est pas faire injure à Joe Flacco de dire que hormis les playoffs que les Ravens ont gagnés en 2012, l'attaque de Baltimore ça a jamais été hyper transcendant non plus sous sa coupe. Donc là on aura quelque chose de spectaculaire. Après, est-ce que ça suffira, et en effet est-ce que Lamar Jackson arrivera à franchir ce palier psychologique qui avait été assez criant lors du match de playoff contre les Chargers? Pour l'instant, ça me paraît un peu tôt pour le savoir, mais en tout cas, j'ai pas dans l'idée qu'il va nous claquer une saison à 4 milliards tout de suite, mais je peux me tromper. Grégory est un optimiste, mais en même temps, il a suivi les Falcons avec Michael Vick, donc les mecs qui courent, ça le connaît. Ouais, mais on lance pas sur Michael Vick parce que. Non, mais alors attends, après, moi je suis du genre pessimiste. Je pense que Lamar Jackson c'est du sous Michael Vick et j'y crois pas. Voilà, c'est pour faire simple. Ça me fait plaisir de te l'entendre dire. Voilà, Raphaël. Écoute, je te trouve du coup plutôt pessimiste. Je vois pas pourquoi les Ravens, qui étaient en playoff l'an dernier avec Lamar Jackson pour sa saison rookie, reculeraient à cause de Lamar Jackson. Du coup, si tu recules pas, au pire tu stagnes. Mais à minima, a priori, t'avances. On nous dit le MVP Patrick Mahomes va perdre du terrain parce que maintenant les gens ont de la vidéo sur lui. Alors imagine, on parle de Lamar Jackson, le mec qui a 58% de passes complétées, 6 touchdowns, 3 interceptions en 7 matchs. Maintenant qu'ils ont de la vidéo sur lui, c'est fini. Tu peux pas scouter son jeu aérien, il y en a pas, donc il va peut-être te surprendre. Il va le sortir là, le sortir là, et c'est là toute la feinte. Après, juste pour répondre à ta question, Raph, le truc aussi, c'est que faut pas oublier que c'est une série qu'on fait les Ravens pour aller en playoff. Oui. Parce que quand Lamar Jackson arrive, ils sont pas super bien, ils sont à quoi, 4-4, 5-4, je sais plus, quelque chose comme
comme ça. C'est 4-4, mais ouais, ils sont pas. Ah non, mais... ils font un super run parce qu'en plus, ça c'est ma théorie à moi, mais ils tombent sur des run stop qui étaient quand même assez faibles. Ouais, assez faibles. Maintenant, voilà, je te rejoins. Ça, de toute façon, il n'y a pas de raison pour que d'un coup, d'un seul, ça dégringole totalement. Mais ce qui me rassure pas complètement, c'est qu'on a quand même promu Greg Roman coordinateur offensif. Pour ceux qui se rappellent, c'est l'ancien coordinateur offensif de Colin Kaepernick, qui avait un énorme bras. Mais on peut pas dire qu'en termes de lancer, la précision, ça a toujours été son fort chez les Niners. Non, c'est sûr. Après, ça va empêcher les Niners d'aller au Super Bowl. C'est vrai. Dis pas, attention, je dis pas que c'est ce qui va arriver aux Ravens, on en est loin. Mais... Est-ce que Lamar Jackson, ce sera le quarterback qui leur permettra de passer un palier en playoff? J'en sais rien. En tout cas, à mon sens, il va pas les empêcher de prétendre aux playoffs. J'attends de voir. Je sais pas quoi en penser. Après, on parle beaucoup d'attaque. Ce qui avait emmené aussi les Niners au Super Bowl, c'était leur défense. Et moi, c'est aussi là que se situe un peu le problème pour moi. C'est parce que l'an dernier, ils vont en playoff avec Lamar Jackson et une très belle défense. Là, ils récupèrent Earl Thomas, tant mieux. Mais ils ont quand même perdu Terrell Suggs. Ils ont perdu Terrell Suggs, il avait 38 ans. C'est oui, pas... ouais, mais il apportait toujours des choses. On parlait de leadership, on parlait de... Alors moi, des choses. je trouve pas que leur défense ait baissé de niveau. Mais ils vont récupérer Jimmy Smith qui était blessé. Ils récupèrent un Earl Thomas. Je dis pas qu'ils vont être atroces. Tim Williams, quoi. Ouais, mais moi je pense que la formation Ravens va faire qu'on va avoir à nouveau des bons joueurs défensifs qui vont éclore, et comme c'est le cas depuis 7-8 ans, voire 10 même en fait. Attention, j'ai pas dit qu'ils allaient être atroces, je dis juste qu'il va falloir qu'ils soient très très forts, parce que encore une fois, alors là on a bien compris, hein, vu que je crois pas vraiment à Lamar Jackson, je pense qu'il va falloir qu'ils soient très très forts pour les emmener en playoff, et je suis pas persuadé que ce soit faisable. Donc, est-ce que ça va marcher? Alors, on situe à quel niveau ça va marcher? Ces playoffs? Oui, oui. Ils étaient en playoff l'année dernière. Donc, l'idéal, c'est de faire au moins aussi bien, quoi. Donc, est-ce que ça va marcher? Pour moi, non. Pour moi, oui. Et non pour moi. On termine avec la traditionnelle question de la saison, une de celles qu'on nous pose le plus, je crois, au début de l'année, dans les questions du podcast. Messieurs, qui sera le premier coach viré? Est-ce que vous voulez des propositions, ou est-ce que je vous laisse trouver un nom comme ça pour voir lequel vous vient en premier comme ça? Attends, j'essaie de... Je sais pas si ça sera le premier, mais j'espère voir Bill O'Brien sauter. J'avoue que... C'est vrai. Oh, tu joues une corde sensible. Rien que pour... franchement, rien que pour libérer Deshaun Watson, et il y a tout un tas de papiers qui sont sortis un peu, notamment du côté d'un analyste qui s'appelle Warren Sharp, qui fait beaucoup d'analyses au niveau des stats, ou qui met un peu en avant les défauts de coaching de Bill O'Brien, qui s'entête à jouer beaucoup au sol sur des premières tentatives alors qu'il n'avait pas de ligne offensive, qu'il a la marmite, enfin bon, bref, tout un tas de petits défauts. Et je pense que les Texans seraient bien inspirés de changer de Bill O'Brien, parce qu'en fait je pense qu'ils iront pas plus loin que ce qu'ils n'ont déjà fait avec lui, quoi. Bill O'Brien pour Raphaël. Greg? Ouais, Bill O'Brien, je pense qu'ils attendront la fin de la saison. Je serais très curieux, même si, je sais pas, avec les changements opérés sur le coaching staff, je suis un peu plus mesuré plutôt dessus. Le début de saison des Jaguars va être très important. Et on voit qu'il y a beaucoup de joueurs en interne, Fournette, Ramsey, etc., qui se font entendre, et c'est dans ce genre de situation où ça peut rapidement monter en pression, et où en cours de saison on peut dire voilà, là il faut changer parce que ça va imploser, ça va foutre le bordel, on va perdre des joueurs. Et il y a peut-être cette problématique-là. J'irais peut-être quand même plus vers Doug Marrone, même si, encore une fois, je pense que l'arrivée de John DeFilippo en coordinateur offensif, couplée à celle de Nick Foles en quarterback, vu qu'ils se connaissent, ça peut quand même malgré tout redynamiser un petit peu l'attaque des Jaguars. Eh ben on est d'accord, parce que j'avais Marrone aussi en tête de liste. Je suis assez d'accord avec toi pour ce genre de contexte. On attend des résultats, mais si ça part mal, ça peut partir vite. Je vous propose quelques autres noms. Mike Tomlin, dans le même contexte. Non, je sais pas le style. Ouais, ils attendront la fin de la saison pour le virer, je pense. Dan Quinn à Atlanta. Ils attendront la fin de la saison aussi. Ron Rivera, Carolina. Il avait été sous pression il y a quelques temps, même avant qu'il fasse son run au Super Bowl, mais j'ai du mal à le voir virer rien que pour ça en cours de saison. Mais... faudrait qu'il nous refasse un run comme la fin de la saison passée, sachant que la fin de la saison passée, ça a aussi été couvert par la blessure de Newton. Faudrait là aussi que ça implose en interne, et c'est pas dans la tradition des Panthers ces dernières années sous sa coupe.
Une équipe grosses attentes déçue l'an dernier, Mike Zimmer, les Vikings. Mike Zimmer, je dirais pas en premier coach viré, mais ça peut être le premier coach qui décide d'arrêter si, je lui souhaite pas, il a des problèmes il a de nouveau des soucis de santé ou quoi que ce soit, mais c'est un de ces coachs, je pense à Gary Kubiak par exemple il y a quelques années, qui peut peut-être avoir un petit coup de fatigue et dire je me mets un petit peu en retrait ou je laisse la place à un coordinateur, un Kevin Stefanski par exemple, mais viré je suis pas sûr. Ouais, c'est vrai qu'il y a des problèmes de santé aussi pour Zimmer. Et un petit Jay Gruden à Washington. Alors ce serait à contre-temps parce que cette année il a les excuses des blessures et du rookie, mais comme on fait tout à contre-temps chez les Redskins. Ça serait étonnant de le virer dès la première année avec un nouveau quarterback rookie. Bon, après à Washington, ça fait pas mal d'années que la franchise est mal gérée, donc est-ce que ça serait si étonnant que ça, une nouvelle mauvaise gestion? Je suis pas certain, mais je pense qu'il a un peu de répit avec la draft de Dwayne Haskins, mais. Je pense aussi. Il y a un nom que t'as pas cité, Alain, par contre. Ah, dis-moi. Il y a Camille Patricia. Camille Patricia. Parce que avec quand même les sons de cloche qu'on a entendus l'année dernière, c'est vrai. je sais pas. Si je pense s'il y a pas un peu plus de rigueur, on dira au niveau du coaching, peut-être que si les résultats suivent pas en plus, ça va commencer à se gâter. Il a pris l'excellent coordinateur offensif d'Arrell Bevel. Comme quoi, Camille a toujours bien aimé Darrell Bevel, je le savais. Mais en tout cas, je suivrai ça de près quand même. Bon, petit vrac, Kyle Shanahan aux 49ers, si ça prend pas avec Garoppolo. Oui, ça peut être à surveiller. Ouais. Surtout que son coordinateur défensif est très très menacé. Donc si en plus l'attaque suit pas, ça peut le fragiliser. Ouais. Cowboys, Jason Garrett pour que ce soit fini, qu'ils finissent par le faire. Tu vas défendre Jason Garrett. C'est pas que je cherche à le défendre, mais il partira pas cette année, c'est sûr. Il est trop bien pour Jerry Jones, il est trop malléable. Est-ce que Arizona peut virer Cliff Kingsbury en prenant un autre coach de college football? Je sais pas. Steve Keim nous réserve des surprises. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour, messieurs, au niveau des coachs dans les autres équipes. Ça paraît quand même plutôt bien établi. À moins que, je sais pas, les Chargers se vautrent méchamment en début de saison. Bon, pas en cours de saison, il l'a déjà vu. Ouais, je pense pas. Non. Bon. Donc, allez, un seul nom. Donc, Raphaël, tu restes sur Bill O'Brien? Oui, j'y crois moyen, mais allez, on va rester sur Bill O'Brien. Premier viré, Greg. Maron quand même, par rapport à ce qu'on a évoqué. Bon, alors pour changer de cela, je vais dire Zimmer s'il y a des débuts de saison catastrophe de Minnesota. Voilà donc pour nos 10 questions, nos 10 grandes questions de la saison pour donner un petit peu l'ambiance de ce qui va se passer dans les mois à venir en NFL. Ne vous inquiétez pas, c'était la première de nos émissions preview. Il y en a d'autres qui arrivent la semaine prochaine. Ce sera le Power Ranking, l'occasion évidemment encore une fois de s'écharper sur un classement. C'était l'épisode numéro 296 du podcast Touchdown Actu. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup Grégory. Toujours un plaisir. Merci à toi Raphaël aussi. Merci. Il est déjà sur son téléphone, regardez, il prend du temps pour répondre exprès. Ça regarde des stats, il est studieux, je suis sûr. Camille Saraben. Si tu savais. J'ai pas entendu, qu'est-ce que tu nous as dit? Si tu savais. Si je savais, oui. Camille Saraben à la technique, merci encore. On vous remercie si vous nous suivez, si vous nous écoutez et si vous nous aidez sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font. Pour nous suivre, tdactu.com pour le site bien sûr, @tdactu sur Twitter, @touchdownactu sur Instagram et @tdactu sur Facebook. N'oubliez pas, nous serons le 1er septembre au Hard Rock Café Paris. Les pré-réservations, les pré-ventes sont ouvertes pour le repas d'après émission si vous voulez manger avec nous, mais bien sûr vous n'êtes pas obligé de réserver. Si vous voulez venir juste assister à l'émission, on sera au Hard Rock entre 17 et 23h et le tournage, l'enregistrement de l'émission, si je ne dis pas de bêtises, c'est 18h45 je crois. Oui c'est ça, 18h45 et avant il y aura un quiz avec des cadeaux à gagner, donc n'hésitez pas à venir. Hard Rock Café Paris dimanche 1er septembre. Merci à tous. Les comptes perso pour Twitter pour nous suivre, Raphaël_TDA, Yellow Radiosa, Camille Saraben et Alain Mattei. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. On vous souhaite une très bonne semaine à tous. Ciao ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.